16h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de LCI. Dans un instant, direction Moscou, nous attend Jérôme Garraud qui sera en direct avec nous. Puisqu'on nous promet, on verra, un point presse conjoint de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, le président chinois. Que craindre de ce rapprochement assumé de la Chine et de la Russie? La Chine est-elle vraiment venue faire la promotion de son plan de paix? Est-ce qu'il en parlera d'ailleurs, le président chinois Volodymyr Zelensky? Les États-Unis sont-ils prêts à pousser ce plan? On va se poser toutes ces questions évidemment et voir si ce rapprochement n'est pas plutôt une coopération de circonstances. On ira également sur le terrain, en Ukraine cette fois-ci. La forteresse de Bakhmout où les Russes n'avancent pas beaucoup. On fera le point avec Nivin Potros. Les inquiétudes de Prigojine d'ailleurs. Et puis l'autre forteresse plus au sud, Avdiivka, où les combats redoublent d'intensité depuis quelques jours. On ira rejoindre là aussi notre équipe qui est sur place. Et après 17h, soyez là également. Magali Lunel nous expliquera comment Prigojine, l'empereur des cyberattaques, a été lui-même hacké. Un groupe d'opposants s'est introduit dans le système informatique de Wagner et on apprend plein de choses. Vous verrez ça, c'est Magali qui nous dira ça tout à l'heure dans 1 heure exactement. Magali, justement, je vous laisse la parole pour le journal, il est 16h. Avec une image à la une, Bénédicte, regardez Olivier Dubois, enfin en France, le journaliste français retenu par des djihadistes au Mali depuis près de 2 ans a atterri à Villacoublay à la mi-journée. Il a été accueilli par Emmanuel Macron avant de retrouver sa femme et ses enfants. Il est apparu, regardez, très souriant. Olivier Dubois qui a ensuite accordé un entretien à l'AFP. Il a admis que cette détention avait été très difficile, même s'il assure ne pas avoir été maltraité ni frappé. La contestation contre la réforme des retraites. Depuis jeudi, 1200 actions non déclarées se sont déroulées en France. Chiffre communiqué par Gérald Darmanin et ça continue aujourd'hui. Exemple, regardez, à Fos-sur-Mer avec des syndicalistes qui sont venus soutenir les grévistes du dépôt pétrolier alors que le gouvernement ici a annoncé les premières réquisitions de personnel et ça ne s'est pas toujours très bien passé. Il y a eu des incidents. 3 policiers ont sérieusement été blessés. Et des routes sont encore bloquées avec des barrages filtrants mis en place autour de plusieurs agglomérations, que ce soit en Bretagne, en Moselle, dans le Cantal ou encore dans la région lyonnaise avec le périphérique bloqué à Villeurbanne. Sur place, on retrouve Octavie Couchard et Marjorie Nadal. Et la mobilisation qui se poursuit encore cet après-midi dans certaines villes comme ici à Villeurbanne où les militants ont installé ce Barnum dans un endroit stratégique de la ville, un carrefour qui oblige plusieurs automobilistes à s'arrêter et ce qui permet à cette quinzaine de militants de continuer à distribuer leurs petits papiers, leurs tracts pour mobiliser l'ensemble des Français à la grande manifestation de jeudi. L'objectif est d'avoir des rangs grossis, beaucoup de monde dans la rue jeudi. Les militants qui comptent distribuer leurs tracts toute la journée pour rassembler au maximum. Et sur le plan politique, vous le savez, les motions de censure hier ont été rejetées à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Borne donc reste en place, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours vivement contesté par l'opposition. Vous céderez, car un caprice du président ne mérite pas de menacer la paix civile du pays. Vous céderez, car votre réforme des retraites relève d'un choix politique et qu'il est possible d'en faire un tout autre. Madame la Présidente Panot, avec votre groupe, vous êtes des représentants de la nation, alors respectez le résultat des urnes et les votes au Parlement, respectez nos institutions et respectez enfin notre démocratie. Et lors de ces questions au gouvernement tout à l'heure, la Première ministre a également été interpellée sur les images de violence de quelques policiers hier à Paris, des images qui ont choqué. Voilà la réponse d'Elisabeth Borne. Les forces de l'ordre ont un devoir d'exemplarité. Alors Emmanuel Macron parviendra-t-il à faire retomber la colère? Le chef de l'État répondra aux questions de Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier demain à 13h. On rejoint à l'Élysée Marie Chantret et Audrey Legray. Marie, qu'est-ce qu'on attend de cette interview du chef de l'État? Écoutez, avant cette interview, Magali, le chef de l'État a reçu ce matin à l'Élysée les chefs de la majorité, mais aussi quelques principaux ministres et un aveu en forme d'autocritique, pardonnez-moi. Il le dit à l'évidence, nous n'avons pas réussi à faire partager le bien fondé de la réforme. Et il a donné finalement quelques indices sur ce qu'il pourrait dire demain. Il soutient sa première ministre et son gouvernement. La motion de censure est passée à quelques voix près, mais qu'à cela ne tienne, le ton est clair. Pas de remaniement ministériel, pas de dissolution à court terme, pas de référendum non plus. Ce soir à l'Élysée, ce sont les parlementaires, les députés de la majorité et les sénateurs qui sont reçus
reçu ici au palais présidentiel. Exercice de calinothérapie en vue, car ici non plus dans la majorité, les critiques ne sont pas tendres. Merci beaucoup Marie, en direct donc de l'Elysée. Une autre image est à la une de l'actualité, regardez. Pardonnez-moi. Allez, Le premier. je récupère ou pas? Oui. Allez, je récupère. C'est moi qui récupère, Magali. Allez boire un verre d'eau. Visite historique du Premier ministre japonais. Il est passé à Boutcha tout à l'heure. Il est à Kiev. Regardez sur ces images. C'est très important parce que c'est la première fois depuis 1945 qu'un Premier ministre japonais se rend dans un pays en guerre. Voilà, c'était la dernière image du journal. On va laisser Magali aller boire un petit verre d'eau et vous allez nous rejoindre, Magali, parce qu'on va parler ensemble dans une seconde des rapports entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Évidemment, on va partir du côté de la Russie, en compagnie du général François Chauvency, qui est consultant en géopolitique. Je suis perturbée que vous soyez là, général. D'habitude, vous êtes de l'autre. Moi aussi, ça tombe bien. Ah, c'est vrai. Mais on va s'adapter. On va s'adapter. Ça devrait bien se passer. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, vous êtes le bienvenu, évidemment, sur ce plateau. Pierre-Antoine Donnet, bonjour à vous. Bonjour. Ancien correspondant de l'AFP à Pékin, vous avez coécrit le dossier chinois Portrait d'un pays au bord de l'abîme aux éditions du Cherche Midi. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Et Aline Lebaille-Crémer, qui vient souvent nous voir également, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Alors, c'est évidemment la visite la plus importante de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois pour le chef du Kremlin. Tapis rouge depuis hier à Xi, le président chinois. Jérôme Garraud, vous êtes en direct avec nous de la capitale moscovite à Moscou. Les discussions du jour sont centrées globalement sur l'économie. C'est bien ça, Jérôme, hein? Oui, tout à fait. J'ai jeté un coup d'œil à la liste des personnalités présentes dans la délégation russe et vous avez par exemple la chef de la Banque centrale ou le patron de l'agence spatiale russe. Donc vous voyez, évidemment, dans la délégation, on va parler du conflit en Ukraine, mais pas que. Les questions économiques seront aussi largement abordées et surtout les questions stratégiques liées à l'énergie. Le pétrole, le gaz, en fait, c'est surtout ça qui intéresse la Chine. Et ça va continuer ce soir. Ce soir, il y a un dîner d'État dans le palais à facettes. C'est un palais de taille assez modeste, d'ailleurs, qui se trouve à l'intérieur du Kremlin. Et à ce dîner sont conviés les patrons des plus grosses entreprises russes. Donc vous voyez, on est quand même là pour parler affaires. Pour la Russie, c'est quasiment vital aujourd'hui de se connecter davantage à l'économie chinoise du fait des sanctions imposées par l'Occident. Alors, il est possible que tous les deux viennent devant la presse pour faire un point justement de leur rencontre. Si tel était le cas, évidemment, on vous diffusera cette prise de parole. Dites-moi, Jérôme, il y a une certaine ferveur à le recevoir. En tout cas, on lui a déroulé le tapis rouge, c'est sûr, hein, à Xi Jinping. Ah oui, c'est ça, on lui a déroulé le tapis rouge. C'est ce qu'on appelle une visite d'État. C'est ce qu'il y a de plus haut dans la hiérarchie, dans le protocole diplomatique russe. Xi Jinping a été accueilli tout à l'heure dans la salle Saint-Georges du Grand Palais du Kremlin avec une haie d'honneur. Ensuite, l'hymne chinois et l'hymne russe ont été joués par un orchestre. Et puis, il y a 3 jours de visite, hein, c'est beaucoup. 2 sessions de pourparlers, des échanges de cadeaux. Ce dîner d'État dont je vous parlais, des toasts vont être portés. Donc, tout est fait du point de vue protocolaire. En revanche, il n'y a pas grand-chose dans la rue. Vous savez, par exemple, en France, quand un chef d'État arrive, parfois, on affiche le drapeau du pays étranger. Ici, il n'y a rien de tel, par exemple. Merci beaucoup, merci Jérôme Garraud, envoyé spécial de TF1 LCI en Russie et en direct avec nous dans cette émission. Alors, je vais commencer avec vous, Magali, parce que c'est vrai qu'on a besoin de comprendre un petit peu plus quels sont les rapports entre ces deux hommes. Chacun semble être utile à l'autre, en fait, c'est un petit peu ça. Poutine dit c'est un très grand ami, d'ailleurs, qui vient le voir. Chacun des deux ne voit pas cette relation de la même façon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une scène qui a retenu notre attention, plutôt une déclaration. Oui. C'était hier, lors de cet entretien informel, vous savez, entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Eh bien, voilà ce qu'a déclaré le président russe. Cela a été rendu possible grâce au fait que le peuple chinois et ses représentants apprécient tout votre travail au cours de ces dernières dizaines d'années. Ces dernières années, la Chine a fait un grand bond en avant dans son développement. Tout le reste du monde s'y intéresse. Et je dois avouer que nous sommes un peu jaloux. Voilà, le président chinois n'a pas du tout été aussi élogieux sur son homologue que cette déclaration-là. Ça nous paraît assez étonnant. On n'a pas l'habitude de voir le président russe comme ça. Il apparaît même presque comme l'obligé de Xi Jinping. Et c'est vrai que juste avant que son homologue n'arrive, regardez ce qu'il avait déclaré dimanche dans un quotidien chinois. Les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire. Sur le point culminant sur le plan économique, ça, c'est vrai. La Chine est le premier partenaire commercial
de Moscou depuis 12 ans et ça s'est encore accéléré au cours de l'année dernière depuis le début de la guerre. Regardez, un bond de 41,5% dans les exportations chinoises vers la Russie en un an seulement, mais dans l'autre sens, c'est moins vrai. La Chine achète très peu en Russie, sauf en ce qui concerne les hydrocarbures. Jérôme Garraud vient de nous en parler. C'est devenu très très important pour la Chine. Elle est là devenue très dépendante du pétrole et du gaz russe, surtout donc depuis le début du conflit. Gazprom d'ailleurs a annoncé cet après-midi des livraisons records à la Chine via le gazoduc de Sibérie. L'autre lien qui les unit, c'est la volonté de bâtir un monde multipolaire. Écoutez. Notre coopération sur l'arène internationale permet sans aucun doute de consolider les principes fondateurs d'un monde en paix et multipolaire. Nous espérons que le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie contribuera à l'équité et à la justice internationale, ainsi qu'au développement et à la prospérité commune de nos deux pays. Sauf que là aussi, le discours est plus réservé du côté chinois. Vous l'avez entendu, tous les deux veulent un monde multipolaire. Mais dans les mots, Xi s'est montré moins agressif vis-à-vis de l'Occident que Vladimir Poutine. Hier, avant de recevoir son homologue, le président russe avait participé à la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique et il a proposé, parce que c'était hier, il a proposé aux pays non alignés de former un bloc anti-occidental. Ah oui. Il espérait que quelques heures plus tard, Xi Jinping le disent de façon claire et sans ambiguïté, disent qu'ils rejoignaient ce bloc anti-occidental. Il ne l'a pas fait, ça semble raté. Mais comme souvent, les images sont bien plus fortes que les mots, il nous semble quand même que cette visite, la première de Xi Jinping depuis qu'il a été réélu à la tête de la Chine, c'est son premier voyage à l'étranger, d'autant plus que Vladimir Poutine vient d'être visé par un mandat international d'arrêt de la CPI, ça nous semble être un acte fort contre l'Occident, et surtout un acte fort contre le grand rival américain. Évidemment, et sachant qu'il a invité également Vladimir Poutine chez lui venir en Chine. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Magali commençait tout à l'heure en disant on a quasiment l'impression que Vladimir Poutine devient l'obligé du président chinois. Vous êtes d'accord ou pas ? Écoutez, c'est un fait incontestable. Ouais. D'abord, quand on compare les économies de ces deux pays, l'économie russe, c'est de la taille de l'Espagne. Ouais. Alors que la Chine, c'est la deuxième économie mondiale. Donc il y a un lien de dépendance extrêmement fort, de plus en plus fort. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les échecs de l'armée russe en Ukraine, de la Russie à l'égard de la Chine. Et donc Xi Jinping a bien sûr toute l'attitude d'afficher une position moins tranchée que celle de Vladimir Poutine. Mais dans le fond, c'est très clair. C'est en fait, en quelque sorte, une alliance des coquins. Et c'est un pied de nez à l'Occident. Et quand on parle d'un monde multipolaire dans la bouche de Xi Jinping, ça aussi c'est une façade. Ça veut dire, Claude Blanche-Maison, puisque vous êtes diplomate et que vous pouvez lire entre les lignes de toutes ces rencontres et voir les messages qui sont passés, c'est qu'effectivement Xi Jinping, sans se positionner très clairement contre l'Occident, prend effectivement position là devant les caméras du monde entier. Oui, ils ont en commun en effet la volonté de modifier les règles de la gouvernance internationale à terme, pour les Chinois à long terme. Oui. Et effectivement, ils sont d'accord sur l'objectif, mais ils ne sont probablement pas d'accord sur les moyens d'y parvenir. Et en effet, lors de leur dernière rencontre physique, c'était il y a 6 mois, lors de la réunion de Samarcande, l'organisation de coopération de Shanghai, ça s'était plutôt mal passé. Oui, ça ne s'était pas bien passé pour Vladimir Poutine. Et là, ça n'apparaîtra pas, puisque c'est une réunion qui vise à projeter dans le monde une entente parfaite entre les deux pays, mais en réalité, il y a une épine quelque part. Et l'épine, c'est la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine gêne Xi Jinping, et elle gêne d'ailleurs un certain nombre d'autres pays, même s'ils ne veulent pas condamner la Russie pour son agression en Ukraine. Donc ça aura été évoqué certainement dans le secret des tête-à-tête, et on en aura très peu d'écho. Ça n'a même pas été évoqué entre les deux délégations au complet. Entre les deux délégations au complet, on a fait état d'un amour fou qui se traduit en effet par des contrats léonins d'ailleurs en matière économique, puisque
le pétrole et le gaz, il est cédé à prix cassé par la Russie. C'est la dîme payée au suzerain. C'est le vassal qui paye une dîme au suzerain. C'est parfaitement clair. Oui, évidemment. Et c'est ça, évidemment. On va revenir dans un instant justement sur ces coopérations et notamment une peut-être coopération militaire. Est-ce que vraiment les Chinois ne donnent aucune arme à la Russie, pardon. C'est pas si sûr que ça. Je vais avoir besoin de vous pour ça, Général. Petite question juste avant la pub. Moi, j'ai lu que ces deux pays, la Chine et la Russie, enfin que les Chinois et les Russes ne s'aiment pas du tout. Ils n'ont jamais été proches très longtemps. Ça n'a jamais duré bien longtemps, des alliances entre la Chine et la Russie. D'abord, il y a l'histoire. Ouais. Il y a une partie de la Chine qui a été conquise par la Russie il y a quelques siècles, me semble-t-il. Et il y a eu quelques combats dans les années 60-70 sur le fleuve Amour, où quand même... ce fameux pont qui permet les... Maintenant, on est dans la réelle politique. Je pense que le président Poutine est pris à la gorge. Il a besoin d'un allié. Effectivement, on va reprendre le terme, vassal et suzerain. On va revenir dans la vieille féodalité où effectivement, Poutine est obligé de faire amende honorable et finalement de passer sous les fourches codines éventuellement du président chinois. Ce qui permet aux suzerains d'acheter également des carburants, en tout cas du pétrole pas très cher et du gaz pas très cher. On revient dans un instant. On va aller en Ukraine, notamment avec vous, Aline Levaille-Kremer. On va finir également sur ce dossier chinois. C'est très important ce qui est en train de se passer. Le monde est en train les plaques tectoniques sont en train de bouger. À tout de suite. Votre programme avec Télépresta, expert de l'accueil téléphonique sur mesure 100% français. Télépresta.fr. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Ton plat William Sorin, là, c'est vraiment bon pour nous? J'adore. Et si ça c'est bon, demain je fais mes cours déguisés en fée. Oh, j'y crois pas. C'est bon en fait. Bon pour nous de William Sorin. Nutri-Score A ou B, sans conservateur ajouté, viande d'origine France. William Sorin? En vrai, c'est bon. Oui, Wendell? Bonjour, je suis un hôtel de luxe à Paris. Venez donc profiter de la vie le temps d'un week-end. Je cherche quelqu'un qui aime les restaurants étoilés, les vues imprenables sur la ville, les visiteurs d'exception, les cadres somptueux et des croissants tout chauds au saut du lit. Alors, laissez-vous aller et découvrez l'endroit parfait pour vous. Vous savez pourquoi chez Carglass on vous demande votre numéro d'immatriculation? Eh bien regardez notre stock là. Ça nous permet d'identifier tout de suite votre pare-brise pour l'envoyer dans le centre que vous avez choisi. C'est pour ça que chez Carglass, on peut vous donner un rendez-vous très rapidement. Et en plus, vous n'avez rien à avancer, quel que soit votre assureur. Alors si vous avez une urgence sur votre pare-brise, réservez tout de suite sur carglass.fr. Et pour être certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Et en plus en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass remplace. Mon objectif, ça serait de perdre 7-8 kilos. Dans la famille, on est du genre très gourmand. Ma mère, par exemple, elle rajoute de la crème fraîche et du sucre dans des yaourts light. Ah mais c'est parce que c'est meilleur, t'es marrant. Tu te souviens, avant que je commence comme j'aime, t'avais quelques doutes, tu te disais ça marchera pas sur moi ou quoi. Il y avait moins 13 kilos en 5 mois. Je trouve que tu repousses depuis trop longtemps la perte de poids. Prépare-toi, je te lance le défi de faire comme j'aime. Allez hop, pari tenu. Alors pour faire comme Viviane, rendez-vous sur le site commej'aime.fr pour faire votre devis ou appelez le 0800 37 37 37 0800 37 37 37. Internet sans fichiers infectés. Zen. Soyez cyber zen. Optez pour NordVPN. Avec l'assurance Auto Alliance, déplacez-vous sereinement. Bénéficiez aussi d'une assistance 24 heures sur 24 et de 3900 garages partenaires partout en France pour la réparation de votre véhicule sans avance de frais. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois de cotisation offerts. Vous avez choisi cette monture de lunettes parmi 280 montures de lunettes. Vous avez choisi ce kiné et supporté son haleine. Voilà. Bah oui, c'est votre beau-frère. Pour soigner votre stress, vous avez choisi les médecines douces. Et après tout ça, vous ne pourriez pas choisir votre niveau de couverture santé? La Matmut lance Sentez-vous bien. La mutuelle santé personnalisable qui s'adapte à vos besoins et votre budget. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Chers voisins, voici des livres que nous avons lus et relus et nous aimerions vous en faire profiter. Vous trouverez de tout, des romans, de la poésie et même des livres de recettes faciles à faire. Enfin, en théorie.
Bref, on espère qu'ils vous plairont autant qu'à nous. PS, Charlie l'éléphant est très efficace pour endormir les enfants. Pourquoi attendre demain un monde plus responsable quand on peut agir dès aujourd'hui? En 2 ans, 41 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance auto plus responsable. Maïf, assureur militant. Hyundai Ioniq 6, c'est un grand pas pour l'électrique. Awaken your world. Pour une expérience inoubliable à bord de Hyundai Ioniq 6 100% électrique, réservez votre essai sur Hyundai.fr. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture rapidement et facilement en ligne? Renseignez les détails concernant votre véhicule sur vendezvotrevoiture.fr. Vous recevrez un prix de vente ferme et non pas une simple estimation. Après une courte vérification en agence, vous pouvez nous vendre votre voiture. Obtenez votre prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Attention, il en faut peu pour qu'un impact se fissure. Il suffit juste d'une route en mauvais état. Pourquoi attendre? Chez Carglass, on peut sauver facilement votre pare-brise. Tapez votre numéro d'immatriculation, choisissez votre Carglass, le jour et l'heure. On injecte notre résine spéciale, on traite l'impact et on polit le verre. Et grâce à votre assurance, le plus souvent, ça ne vous coûte rien. Un impact, allez directement sur carglass.fr et prenez rendez-vous en moins de 3 minutes. Et n'oubliez pas, .fr. Carglass répare, Carglass remplace. Je suis tranquille chez moi, personne ne me le prendra. Philips OneBlade suit parfaitement les courbes de ton visage et de ton corps. Du calcaire, ah, surprise, encore du calcaire. Avec votre adoucisseur d'eau Culligan, fini le calcaire. Culligan conseille, installe, entretient et vous débarrasse enfin du calcaire. C'est sûr qu'il fait moins le malin le calcaire maintenant. Rendez-vous sur culligan.fr. En ce moment, 200 € offerts. Volkswagen. Votre programme avec Télépresta, expert de l'accueil téléphonique sur mesure 100% français. Télépresta.fr. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 16h21, retour sur le plateau du Club Le Châtelier. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez. Bien entendu, nous sommes en direct avec le général Chauvency, avec l'ambassadeur Blanche Maison, avec Pierre-Antoine Donnet, avec Aline Lebaille-Crémer. On parlait il y a un instant de la visite d'État, visite officielle du président chinois Xi Jinping du côté de Pékin. Posons la question clairement, des armes chinoises sont-elles livrées en Russie? Question a été posée évidemment largement, notamment aux Chinois. Écoutez le porte-parole du ministère des Affaires étrangères pour la Chine. La Chine n'est ni à l'origine ni partie prenante de la crise ukrainienne et elle n'a fourni d'armes à aucune des parties du conflit. Les États-Unis ne sont pas en mesure de pointer du doigt la Chine et encore moins de lui faire porter le chapeau. Les États-Unis prétendent de prévenir la guerre, mais il n'y a qu'une poignée de conflits et de guerres qui éclatent en Europe et même dans le monde, ce qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Ils prétendent maintenir la paix, mais les gens ne voient aucune mesure pratique en faveur de la paix. Ils ne voient que la fourniture continue d'armes sur le champ de bataille. Voilà, si on le comprend bien, les États-Unis entretiennent la guerre. Ça, c'est une rhétorique qu'on a entendue souvent. L'OTAN non plus n'a pas la preuve que la Chine envoie des armes en Russie. Jens Stoltenberg le dit d'ailleurs, mais il prévient, la Chine n'a pas du tout intérêt à le faire. Il sera l'invité ce soir de Ruth Elkrief et de Julien Arnaud dans Un œil sur le monde, Jens Stoltenberg. Général, il y a quand même un sujet. On se pose quand même la question. C'est un média américain qui s'appelle Politico, qui est une formidable
fiable source d'information, qui le disait la semaine dernière. Ils ont épluché les données douanières et ils se sont rendus compte qu'il y avait du business entre entreprises chinoises et russes, lesquelles entreprises travaillent chacune avec son gouvernement. Ça veut donc dire qu'on n'est pas loin de la coopération quasi directe, quoi. Oui, non, mais je crois qu'il y a aussi une chose, c'est que on est dans beaucoup de matériels qui sont à caractère dual, comme on dit, c'est-à-dire que du civil peut devenir militaire. On l'a bien vu avec les drones. Donc finalement, il peut y avoir du business entre la Chine, des entreprises chinoises, des entreprises russes, simplement parce que il y a du matériel qui peut servir à tout et il ne rentre pas sous le coup de l'embargo. Alors dans la liste, pardonnez-moi, dans la liste, il y a quand même pas mal de fusils d'assaut et des gilets pare-balles. Bon, et puis il y a aussi des micropuces. Alors c'est vrai que les micropuces, on en a souvent parlé. Matériel civil éventuellement. Alors c'est vrai qu'en plus, je crois que l'entreprise qui est citée est une entreprise qui a été mise d'ailleurs sous sanction depuis un an, donc depuis 2021, qu'elle avait déjà été condamnée il y a quelques années pour aussi des contournements, et que c'est une entreprise qui appartient à l'État chinois. Donc effectivement, on pourrait soupçonner quand même qu'une entreprise en Chine ne puisse pas faire ce qu'elle veut et qu'elle ne le fait qu'avec quand même quelques avals. Enfin, je pense que la Chine jouerait un jeu dangereux si effectivement elle était sur ce point-là. Et puisque vous soulignez des fusils d'assaut et des gilets pare-balles, bon, je dirais c'est plutôt le fait politique qui est important, mais c'est pas vraiment l'utilité militaire. C'est pas ça qui va changer le cours de la guerre en Russie. Donc maintenant, est-ce que c'est important ou pas? Et puis je terminerai sur le dernier point. C'est, je crois que le porte-parole du service de renseignement ukrainien a dit qu'il n'y avait pas de traces de matériel chinois militaire sur le théâtre des opérations. C'est la question que j'allais vous poser, Aline Le Bacq-Reimer. Du matériel chinois sur place, on n'en a pas vu, pas du gros matériel, en tout cas pas des chars, des avions, etc., des missiles. Des composants qui peuvent équiper des drones ou d'ordre de ce type-là. Voilà, c'est peut-être ça la question en fait. Oui, après qu'il y ait un marché noir des contournements de sanctions de la part d'entreprises qui a priori sont surveillées ou accompagnées par leur État, il en est question aussi aux alentours de la Turquie. Mais sur les déclarations des uns et des autres, moi j'ai quand même retenu quelque chose d'assez orwellien. Quand on prend le responsable chinois et le responsable russe qui je cite, souhaitaient, dans le cadre de cette rencontre, porter un ordre mondial, donc il y a une violente charge sur l'Occident, mais basée sur du droit international et la Charte des Nations Unies. Et là, il y a quand même quelque chose de ces régimes qui ont en partage notamment une psychose autoritaire et quelque chose de complètement délirant. Quand on porte la question du droit international en ce moment aux côtés de Poutine, il y a quelque chose aussi qui les unit en termes de valeurs. D'idéologie peut-être. Oui, et encore une fois, ce sont deux régimes qui n'ont pas pour passion la liberté, la démocratie, et il y a ça aussi qui se joue dans ces images-là et dans cette charge contre l'Occident. Et il y avait presque, quand les dépêches ont commencé à tomber sur les déclarations préliminaires à leur entrevue, la question du droit international, de la charte, du respect de la Charte des Nations Unies, si c'était pas aussi tragique sur le terrain ensuite en bout de chaîne pour les Ukrainiens, il y a quelque chose de l'ordre du gaguesque de voir Poutine porter tout d'un coup la charte et le droit international. Donc il y a sur la question du plan de paix qui sera peut-être abordé, du plan de paix chinois, et les Ukrainiens ont un petit peu répondu sur le respect du droit international, ce qui passe d'ailleurs sur ces discussions par donc le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le retrait des troupes russes d'Ukraine. Alors on peut en parler effectivement. Il est venu Xi Jinping avec un plan de paix, a priori c'était ça aussi l'objet. D'ailleurs les États-Unis comme le patron de l'OTAN lui disent il faut parler à Zelensky, ce qui pour le moment n'est pas encore prévu, je crois, monsieur l'ambassadeur. C'était un faux prétexte ou pas? Parce que Pour faire le lien avec le sujet suivant, le numéro 2 du renseignement ukrainien a en effet dit qu'il n'y avait pas de preuve de livraison d'armes chinoises. Ça veut dire que le gouvernement ukrainien a décidé qu'il ne voulait pas antagoniser la Chine et qu'il veut au contraire attirer la Chine. D'ailleurs, ça correspond à ce que Zelensky avait dit lorsque le fameux, c'est pas un plan, c'est une déclaration sur des principes de paix en 12 points, M. Zelensky a dit « mais moi j'aimerais bien en discuter avec le président chinois ». Ça veut dire que le président Zelensky, contrairement aux Américains, considère que c'est intéressant pour lui de discuter de tous ces sujets avec la Chine. Et lorsque le renseignement ukrainien dit « il n'y a pas de livraison d'armes », ou en tout cas on n'a pas de preuves, il enfonce un coin
entre la Chine et la Russie. Et en effet, toute la stratégie ukrainienne aujourd'hui devrait être d'enfoncer un coin entre la Chine et la Russie. Peut-être la nôtre aussi, d'ailleurs. Alors que les Américains essaient de dire « ce sont tous des méchants ». Donc, par conséquent, naturellement, ils se livrent des armes et ils sont dans le même camp, le camp des méchants. Eh oui, mais c'est ça, mais c'est très intéressant. C'est d'ailleurs effectivement peut-être la stratégie de Volodymyr Zelensky qui n'est pas idiote, on est d'accord, a priori, voilà. D'autant que les Chinois, ils ont quand même tout à fait intérêt à garder des contacts avec l'Occident. Enfin, je veux dire, il faut continuer à faire du business avec eux, etc. Oui. Sauf que, quand même, aujourd'hui, la priorité pour les autorités chinoises, ce n'est plus l'économie, c'est la sécurité intérieure et la sécurité nationale. Ça a été dit et redit plus d'une 40aine de fois par Xi Jinping pendant le 20e congrès. Et pourquoi ça ? Vous l'avez dit, la carte géopolitique change, et elle change à une vitesse hallucinante. Et juste une parenthèse pour reparler de cette visite du Premier ministre japonais Kishida à Kiev. Vous savez, c'est extrêmement symptomatique d'un changement profond de la diplomatie japonaise aujourd'hui, qui est motivée par la crainte de la Chine qui est juste en face. Bien sûr, oui. Et il faut savoir que le Japon, après sa reddition, a été contraint d'adopter une constitution pacifique par les Américains. Aujourd'hui, on voit très bien que tout ça change très vite. Alors maintenant, pour reparler de la Chine et de la Russie, c'est clair que s'il y a des livraisons d'armes massives, ce serait une ligne rouge, et ça se saurait. Parce que les Américains ont tous les moyens de le savoir. Et sur le théâtre ukrainien, on le verrait. Donc vont-ils le faire ou pas ? Très sincèrement, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le régime chinois est très isolé, comparé à ne serait-ce qu'il y a quelques années, et que donc, en quelque sorte, ils sont au pied du mur, et s'offre à eux, finalement, peu de marge de manœuvre, sinon renouveler cette éternelle amitié entre Poutine et Xi Jinping. C'est la 40e fois qu'ils se rencontrent. C'est un chercheur que vous connaissez, je pense, qui s'appelle Emmanuel Linco, qui dit dans un article que je lisais tout à l'heure que la Chine est dans une position, je trouvais les termes employés assez intéressants, une position de neutralité pro-russe. C'est comme ça que vous le définiriez ? Ben oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a le côté plaisant, pacifique de la Chine qui existe depuis très longtemps et qui est renouvelé aujourd'hui. Ce plan de paix entre guillemets en 12 points, on voit très bien qu'au final, il est vraiment pro-russe. Mais tout ça, c'est de la façade. C'est parce que, évidemment, le régime chinois voudrait continuer à garder des liens avec l'Occident, bien que ce soit devenu très compliqué. Et vous savez, en filigrane, bien sûr, il y a l'Ukraine, mais il y a aussi Taïwan. Et Taïwan, pour le régime chinois, c'est absolument fondamental. Et on voit bien aujourd'hui que là aussi, ils sont en train de perdre la main. C'est d'ailleurs, je fais une parenthèse générale, c'est d'ailleurs Taïwan qui a motivé les Américains à réagir aussi fort et aussi précipitamment, aussi rapidement au moment où Vladimir Poutine, il y a un an, a décidé de passer les frontières ukrainiennes. Oui, mais je le crois volontiers. Pour montrer à la Chine, voilà ce qu'on peut faire. Oui, et puis la Chine est en observation. Notre comportement général en tant qu'occidentaux, et j'y intégrerai le Japon, qui fait partie du clan occidental, nous sommes observés. Que faisons-nous face à cette agression en Ukraine ? Et en fonction d'abord de ce que nous avons fait, ce que nous ferons et peut-être aussi des résultats sur le terrain, la Chine va en tirer tous les enseignements qui iront bien pour effectivement mettre la main ou non sur Taïwan demain, après-demain ou plus tard ou jamais. Aline Lebas-Crémière, vous vouliez intervenir là-dessus ? Oui, sur la question chinoise, je parle sous votre contrôle, mais me semble-t-il, il se joue au niveau du régime une prise en main de la part du parti dominant, le parti communiste, qui même en Chine fait date tout de même. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un appareil d'État qui était quand même un peu séparé du parti, et ce qui est en train de se passer depuis ce troisième mandat qui commence, c'est une annexion du parti du chef. Donc il y a ça aussi qui se joue et qui n'est pas complètement anodin lorsqu'on parle d'un axe qui pourrait se dessiner entre Poutine et la Chine. Et c'est pour ça que je voulais rappeler aussi de ce que ça veut dire aussi en termes de valeurs pour les gens qui sont sous le coup de finalement des régimes qui ont quand même avec des façons de faire différentes, mais une volonté hégémonique, une volonté impérialiste et une volonté d'aller grignoter quelques questions de bénéfices-risques, ça c'est sûr. Je voudrais qu'on jette un œil justement à ce fameux plan de paix, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Il est en 12 points. C'est pas nouveau, il nous l'a déjà soumis il y a quelque temps déjà. Alors, respecter la souveraineté de tous les pays, reste à voir ce qu'on met là-dedans, effectivement. Les frontières ou pas, abandonner la mentalité de la guerre froide, cesser les hostilités, reprendre les pourparlers de paix, résoudre la crise humanitaire, protéger les civils et les prisonniers de guerre, et
puis on va encore un petit peu plus loin. Assurer la sécurité des centrales nucléaires et les risques stratégiques, faciliter les exportations de céréales, mettre fin aux sanctions unilatérales, s'assurer de la stabilité des chaînes industrielles, promouvoir la reconstruction post-conflit. Bon, tout cela est effectivement assez flou et mérite peut-être qu'on s'y penche. Alors, est-ce qu'il va en parler avec Volodymyr Zelensky? On verra. On avait évoqué la semaine dernière la possibilité d'une visioconférence entre eux. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'on en pense à la télé russe. Parce qu'à la télé russe, en tout cas dans cette émission qu'on vous montre très souvent, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce plan de paix. On dit, écoutez, vous êtes gentil, monsieur le président chinois, mais pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Écoutez-la. Pour ce qui est de la paix, le plan de paix chinois est bon. Nous allons l'étudier, le prendre en compte, mais nous n'avons pas besoin de la paix en ce moment. Enfin, nous en avons forcément besoin, mais nous ne pouvons pas l'accepter pour une simple raison. Nous avons notre propre constitution et nos régions qui y adhèrent. Nous devons d'abord libérer les régions de Kherson et de Zaporizhia, et je suis vraiment fatiguée de toujours devoir répéter la même chose. Mais la situation ne change pas. C'est pourquoi nos amis chinois ne pourront pas nous forcer, et ça malgré tout l'amour qu'on a pour eux. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de notre propre constitution. La paix viendra quand nous aurons gagné. Tant que nous n'aurons pas gagné, la paix ne sera pas satisfaisante pour nous. Voilà, on veut bien négocier la paix si on gagne. Manifestement, c'est quand même pas tout à fait gagné, Claude Blanche-Maison, sur ce plan chinois. Non, mais on voit bien que les nationalistes russes considèrent ce plan de paix comme dangereux, parce que ça apporte un germe dans le fruit et ça peut amener à discuter certains principes. Alors, il est très vague, il est très flou, mais il y a par exemple un point tout à fait isolé, sécurité des centrales électronucléaires. C'est un point qui va de soi. D'ailleurs, le président de l'AIEA a failli réussir dans sa négociation. Il a échoué. On ne sait pas à cause de qui, parce qu'il ne veut pas le dire. À cause des Russes, à cause des Ukrainiens, on ne le sait pas. Cela dit, comme il voulait mettre le drapeau de l'AIEA sur les centrales nucléaires, c'était peut-être difficile des deux côtés. Mais ce que je veux dire, c'est que le coup de fil avec M. Zelensky, dont vous parliez tout à l'heure, est programmé, je crois. Ça a été confirmé, par la Chine. Ça va être très intéressant. Alors, ce qui va être intéressant, c'est ça. Alors, ce sont des images qui nous parviennent en léger différé. On a l'habitude avec le Kremlin, vous savez que les images n'arrivent jamais en direct. Donc, le président chinois, le président russe, qui viennent donc pour signer des contrats. Il y a pas mal, ce qui doit être des journalistes dans la salle, a priori. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Prise de parole ensuite. Sous quelle forme? Peut-être une conférence de presse, peut-être pas, on va voir ça. En tout cas, les traducteurs sont prêts et vous allez pouvoir les écouter, évidemment. Bon, la coopération économique, en gros, c'était le terrain sur lequel ils pouvaient s'entendre de façon claire et sans dégâts collatéraux, finalement, c'est ça. Oui, mais vous savez, là aussi, il y a le discours public et ce qui se passe réellement dans les discussions dont on ne saura jamais la teneur, comme vous le disiez. Le discours public, il va être apaisant. Ça va être la même chose quand il va téléphoner à Zelensky. Xi Jinping va lui offrir, je dirais pas monts et merveilles, mais en tout cas une sorte d'assistance fraternelle pour essayer de trouver un arrangement. Et sur le fond, je pense que Poutine va rester inflexible pour la bonne et simple raison qu'il joue sa peau. Il joue sa présence au Kremlin. Et il ne peut pas se permettre une défaite. Donc la fuite en avant, elle existe depuis un certain nombre de mois. Elle est toujours là. Et je pense que la Chine n'y changera rien. Chef de guerre jusqu'au bout, Vladimir Poutine, on l'a souvent évoqué ensemble, Général, sur ce plateau. Oui, tout à fait. Il faut mourir que d'échouer, quoi. Mais de toute façon, je crois qu'en synthèse, on peut dire que ni les Ukrainiens ni les Russes ne sont en mesure de négocier quoi que ce soit pour la fin de la guerre, y compris avec la pression de la Chine. Aujourd'hui, les positions sont irréconciliables. D'un côté, on veut garder ce qu'on a pris, de l'autre côté, on veut récupérer ce qu'on a perdu. Donc, pour l'instant, tant que la solution militaire n'aura pas apporté une réponse, dont on ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'elle peut être, parce que nous sommes dans une guerre d'attrition aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas atteint un moment où l'un et l'autre disent, bon, on arrête, soit j'ai gagné, soit on ne peut pas gagner, là, on n'aboutira à rien. Pour l'instant, ce que fait Xi Jinping, à mon avis, et c'était dit dans un de ses points, et c'est intéressant, la reconstruction, quand on sait qu'entre 350 et 500 milliards d'euros envisagés pour la reconstruction de l'Ukraine, on voit bien l'intérêt pour les Chinois de s'implanter et donc d'avoir un petit coup de fil aussi à Zelensky. Bien entendu. Voilà. Et puis je pense qu'aussi, c'est un donnant-donnant aussi avec la Russie, peut-être. Enfin, à force de jouer sur tous les tableaux, ça risque d'être un petit peu compliqué, peut-être, Aline de Becq-Kremer. Je vous interromps si jamais il commence à parler. Allez-y. Rappelez quand même que d'un côté, il y a une guerre de destruction, il y a un agresseur et un agressé. On les écoute. De toute façon, veut détruire l'Ukraine. On écoute Vladimir Poutine. Il faut s'arrêter. Les Républiques populaires de Chine vont participer maintenant à la conférence de presse. Mesdames et messieurs,
Chers amis, nous sommes sincèrement ravis de cette occasion de pouvoir accueillir en visite d'État notre ami le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Toutes nos négociations d'hier et aujourd'hui à huis clos dans un format restreint et ouvert fut constructive et se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse. Les deux documents que nous venons de signer reflètent pleinement le caractère particulier des relations sino-russes qui se trouvent au plus haut niveau de leur développement. C'est un exemple de la coopération stratégique et du partenariat mutuel. La Russie et la Chine ont des liens d'amitié entre nos deux peuples. Un dialogue bilatéral est maintenu à tous les niveaux. Nous sommes en contact personnel permanent. En plus des deux sommets communs, nous nous rencontrons et nous parlons également en visio, en présentiel. Cela nous permet de trouver des solutions, même dans des situations les plus complexes, notamment trouver des réponses à des questions difficiles. Bien évidemment, le thème des échanges et de la coopération économique reste d'actualité. Et étant donné que la Chine reste notre partenariat privilégié économique, grâce à notre coopération, nous avons lancé une belle dynamique économique. Les échanges commerciaux ont augmenté de 30% l'an dernier et le montant de ces échanges s'élève à 185 milliards de dollars. Et l'année en cours, nous allons battre tous les recours et dépasser les 200 milliards de dollars. Nous avons d'autres projets également de coopération et les projets concerne l'approfondissement de la coopération dans le domaine financier, dans le domaine des transports et dans le domaine logistique. Nos gouvernements, nos sociétés de nos deux pays doivent sans attendre commencer à coordonner les mesures pour mettre en œuvre tout un grand nombre de projets concrets. La motivation pour élargir notre coopération commerciale est renforcée par les échanges en utilisant la monnaie yuan et le russe. À 65%, nous utilisons la monnaie yuan dans nos échanges. Cette part augmente et cela nous permet de restreindre l'influence monétaire des autres pays. Naturellement, lors de nos négociations, nous avons abordé le sujet de l'énergie. La Chine est l'un des leaders en termes d'importation du pétrole russe et la Russie a l'intention d'augmenter la fourniture et le volume de fourniture du pétrole. Nous avons de belles perspectives dans le domaine gazier. En 2022, la Russie a augmenté d'une fois et demie sa fourniture de gaz vers la Chine. Et Gazprom, d'ailleurs, a satisfait les besoins des collègues chinois en augmentant les volumes prévus de livraison. Et cela témoigne du fait que la Russie est un fournisseur stable et de confiance. Le fait d'avoir signé au mois de novembre un document pour assurer le transport du gaz en Sibérie, notamment dans le cadre du projet Sibérie 2,
jusqu'à la Mongolie, eh bien, c'est un beau projet qui représente 51 milliards de mètres cubes de gaz. Et d'ailleurs, nous sommes le 3e fournisseur en Chine du GNL. Et donc, ces volumes aussi vont augmenter. Nous travaillons également de façon efficace dans le domaine de la coopération nucléaire. Les réacteurs 7 et 8 du site Tianhe et d'autres projets avancent comme prévu. Et il est important de renforcer la coopération dans ce domaine. Et à cet égard, l'agence Rosatom et son homologue chinois vont signer un document en ce sens. Il est important de renforcer notre coopération bilatérale industrielle. Les entreprises russes sont présentes en Chine. Nous avons des projets dans le domaine des technologies biologiques, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la construction navale et d'autres. Eh bien, nous avons ici un volet stratégique de notre partenariat. Il s'agit de l'agriculture. L'année dernière, le volume d'échanges a augmenté de 40%. Et nous pouvons envoyer davantage et exporter davantage de viande, de céréales en Chine. Et la Chine a l'intention d'ailleurs de développer davantage des couloirs de transport. L'idée réside en le fait de renforcer l'axe nord, de renforcer également la route maritime du Nord, de créer des routes pour le transport automobile. Cela donnera du potentiel pour doper le volume de transit. Et cela permettra d'augmenter également le volume de marchandises et de renforcer nos infrastructures frontalières. L'année dernière, nous avons construit de nouveaux ponts transfrontaliers. Traditionnellement, notre coopération humanitaire est très forte. Après la levée des restrictions liées à la pandémie, nous avons mis en place davantage d'échanges dans le domaine culturel, scientifique. Cela renforcera notre amitié et notre compréhension mutuelle entre les citoyens russes et les citoyens chinois. Je me permets de vous rappeler que l'année 2022-2023, ce sont les années croisées dans nos deux pays dans le domaine des sports. Nous avons prévu d'organiser plus de 600 événements sportifs et également les événements paralympiques. Nous attendons une délégation chinoise chez nous à Kazagne lors des Jeux du futur. Donc le sport s'associe également à l'utilisation de nouvelles technologies. Ce sont de nouvelles initiatives qui vont attirer davantage de jeunes. Et nous proposons d'organiser pour la deuxième fois ces Jeux chez nous. Nous avons analysé le terrain et nous avons conclu que nous avons des intérêts en commun dans ce domaine. Le fait de voir des tensions globales, nous voyons également qu'il y a de plus en plus de restrictions mondiales, de plus en plus de sanctions qui se mettent en place dans le monde. Il y a des violations des principes inébranlables de non-ingérence dans les affaires des pays
la restriction des accès à l'éducation, à d'autres opportunités. Et dans ce contexte, la Russie et la Chine sont contraires à ces tentative pour tirer le bénéfice pour une petite poignée de pays. Nous avons évoqué la situation en Ukraine. Nous pensons que les propositions du plan de paix proposé par la Chine peuvent être une base d'un règlement pacifique lorsque l'Occident sera prêt à cette initiative. Et donc, par contre, pour le moment, nous ne voyons pas encore le fait que les pays occidentaux seraient prêts à cette proposition. Qui plus est, lorsque nous parlons avec le président de la possibilité d'utiliser ce plan de paix, et le président a développé longuement ces propositions en tête-à-tête hier. Aujourd'hui, nous avons appris que le Royaume-Uni, au nom du vice-ministre de la Défense, a déclaré non seulement davantage de fournitures d'armes, mais également d'envoyer l'uranium. Donc, il est clair qu'ils sont prêts d'aller jusqu'au bout. Donc, si ça se confirme, la Russie devra réagir en conséquence. Et donc, à cette tentative d'utiliser des armes avec une composante nucléaire. Nous sommes par ailleurs solidaires dans nos efforts de construire un monde multipolaire dans lequel les principes de la Charte des Nations Unies seront respectés. Nous pensons également que les organisations BRICS et l'ESCS et d'autres organisations peuvent être davantage mobilisées, notamment mobilisées dans le cadre de l'initiative chinoise Une ceinture, une route. Pour conclure, je tiens à remercier à nouveau le président Xi Jinping et tous nos amis chinois de cette belle coopération fructueuse. Je suis persuadée que tous nos accords obtenus lors de cette visite ne seront que profitables à nos deux peuples, à nos deux pays. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président Poutine, chers amis de la presse, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir rencontrer toutes les personnes ici présentes en compagnie du président Poutine. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'invitation amicale et l'accueil chaleureux que j'ai reçu de la part du président Poutine avec toute ma délégation. C'est la première fois que je reviens à Moscou depuis 3 ans et c'est la première visite que j'effectue depuis ma réélection. Cette visite d'État est donc une rencontre avec le président Poutine. Depuis une dizaine d'années, j'ai établi avec le président Poutine des liens étroits
et nous avons eu des échanges stratégiques. Nous avons promu la coopération et la coordination stratégique et avons obtenu de bons résultats dans ce sens. À l'instant, j'ai eu des échanges sincères et amicaux avec le président Poutine et sur les sujets d'intérêt communs, bilatéraux et internationaux. Nous avons eu des échanges approfondis. Nous sommes parvenus à de nouveaux consensus importants et nous avons signé des accords sur l'approfondissement du partenariat stratégique, sur la coordination entre nos deux pays pour une nouvelle ère, et également sur une déclaration sur l'approfondissement des objectifs économiques pour nos deux pays à l'horizon 2030. Le développement des relations entre nos deux pays bénéficie d'une planification pour l'avenir. Nos deux parties ont également signé des documents de coopération. J'ai continué à passer en revue les 10 dernières années de nos relations avec le président et nous avons considéré que les relations entre nos deux pays dépassent le cadre bilatéral. Elles ont une incidence et une importance particulière sur le destin de l'humanité. Sur le principe de voisinage et de relations amicales, nous avons entretenu des échanges. Dans le nouveau contexte historique, les deux parties vont continuer d'avoir une approche plus large pour aborder nos relations. Et nous continuerons de contribuer à le progrès de l'humanité. Depuis l'an passé, la coopération pragmatique entre nos deux pays a obtenu des résultats fructueux et nous avons convenu d'une grande complémentarité. En comparaison avec une dizaine d'années, le commerce bilatéral a augmenté de 116%. Et cela contribue au développement économique de nos deux sociétés. Ces résultats n'ont pas été obtenus facilement. Je suis parvenu à un consensus avec le président Poutine pour l'amélioration de la coordination et la planification de nos coopérations, mais également d'élargir la coopération dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles. Et tout en renforçant la résilience des chaînes industrielles et de valeur entre nos deux pays. Dans les domaines de l'économie numérique, les services, l'agriculture et le commerce, nous allons essayer de rendre les nouveaux secteurs et les secteurs traditionnels plus intercomplémentaires. Nous considérons que nous devons toujours défendre les échanges culturels entre nos deux pays et promouvoir l'amitié entre nos deux peuples, ainsi que les échanges. L'année sportive entre la Chine et la Russie est très importante et nous devons en fournir des conditions favorables à la tenue de cet événement. Les deux parties considèrent que, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nos deux pays doivent continuer à travailler avec la communauté internationale pour
préserver l'ordre des relations internationales dans le cadre de la Charte des Nations Unies et renforcer les mécanismes de coopération dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS, ainsi que la coopération multilatérale dans le cadre du G20, afin de réaliser un ordre multilatéral à proprement parler. Et nous devons promouvoir un monde multipolaire, tout en améliorant le système de gouvernance mondiale dans le cadre de la préservation de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique. Nous devons apporter de nouvelles contributions et contribuer davantage à la communauté de destin de l'humanité. Le mois dernier, la Chine a publié un document sur la position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne. J'aimerais insister sur ce point, que sur la question de la crise ukrainienne, la Chine respecte les principes de la Charte des Nations Unies et a une position neutre et objective. Nous nous efforçons de favoriser et faciliter les pourparlers de paix. Nous tenons toujours du côté de la paix, du côté du dialogue et du bon côté de l'histoire. J'attends à pouvoir continuer des échanges avec le président Poutine et avoir des échanges étroits pour que les relations sino-russes continuent de se développer de façon prospère à l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Voilà, prise de parole donc après ces rencontres entre Vladimir Poutine et le président chinois Xi. Ça n'était donc pas une conférence de presse, mais bien une prise de parole qui clôt en tout cas cette journée. Ils ont commencé par signer des contrats. Qu'est-ce que vous en ressortez les uns et les autres? Parce qu'on a eu l'image d'un Vladimir Poutine à un moment un peu assommé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vous avez regardé tout ça. Claude Blanche-Maison, je commence avec vous. Il s'est dit quoi là? Le président Xi termine en disant, vous savez, nous on est neutre. On a une position neutre et impartiale. Il veut donner l'impression, en effet, que les entretiens se sont très bien passés, que la complémentarité économique fait que, en effet, les échanges économiques vont augmenter. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment sur l'énergie, c'est-à-dire l'aspiration des ressources naturelles russes par la Chine à un prix cassé, puisque c'est ça le deal. Il est venu faire son marché. Il vient faire son marché. Et puis, il a quand même eu le courage, peut-être le culot, de parler de l'Ukraine, pour dire qu'ils en avaient parlé tous les deux, et pour dire qu'en ce qui concerne la Chine, c'est l'ONU et les principes fondamentaux de l'ONU. Alors, par politesse, sans doute, il n'a pas précisé quels étaient ces principes, mais ça contient évidemment la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. C'est tout à fait évident. Donc il peut téléphoner demain matin ou la semaine prochaine à Zelensky et argumenter là-dessus, en disant, je l'ai dit à Poutine droit dans les yeux. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça? Très court, juste sur... Oui, tout à fait, je pense que... Mais sur le fond, il n'y a aucune avancée. C'est-à-dire, ce narratif chinois, on le connaît par cœur depuis longtemps. C'est apaisant, c'est la réconciliation, c'est la paix. La Chine est un pays qui milite pour la paix. Bon, dans le cas présent, on va voir. Si vous voulez, je pense que la Chine aujourd'hui est assez embêtée parce que c'est un moment de bascule. Soit ils vont trop loin avec la Russie, et là les ponts sont coupés avec l'Occident, soit ils essayent de ménager la chèvre et le chou. Et c'est très compliqué, parce qu'en face, il y a une sorte d'unité qui est en train de progresser entre tous les voisins de la Chine et les États-Unis.
Alors, on va y revenir dans un instant. On va faire une courte pause. Y revenir avec le club des experts. On a le sentiment, malgré tout, que le président chinois est venu faire effectivement son marché, que pour le reste, il n'y a pas beaucoup d'avancées, comme vous le disiez à l'instant. On va en parler ensemble dans une seconde. On commencera avec l'empereur de la cyberguerre qui a été lui-même hacké. C'est Magali Lunel qui viendra nous raconter tout cela, comment des hackers sont entrés dans les systèmes informatiques de Wagner. On apprend du coup, évidemment, beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette organisation. On revient dans quelques instants. À tout de suite.